Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Julien Drey, bonjour. Bonjour. Alors dans 15 jours, les élections régionales, que faut-il en attendre? Qu'en attendez-vous en Ile-de-France où vous êtes conseiller régional sortant Sur le départ, oui. Voilà, sur le départ, et où dans 15 jours, ou 3 semaines, et où la campagne de votre candidate, en tout cas la candidate du Parti Socialiste Audrey Pulvar, semble patiner. Et puis au-delà, quid du Front républicain? Faut-il ou non nouer des alliances de second tour ou se retirer pour faire barrage au Rassemblement national? Mais pour commencer, l'après 19 mai, le début de la fin de la crise sanitaire, est-ce que c'est pour vous le retour des jours heureux, Julien Drey? C'est le retour d'un mieux vivre. Alors après, est-ce que ce sera des jours heureux? C'est peut-être un peu précipité de l'annoncer comme ça, mais c'est sûr qu'il y avait un ras-le-bol, je crois, très profond et une fatigue psychologique très forte, que le fait de pouvoir enfin ressortir, de retrouver les terrasses, de retrouver un peu goût à ce qui fait la vie collective. La fête? La fête fait partie de cette vie collective, mais ce qui est intéressant dans cette séquence très pénible que nous avons tous vécue, et parfois dans le drame le plus total, c'est cette envie qui finalement s'est installée et cette prise de conscience qu'on avait besoin des autres et qu'on ne pouvait pas vivre sans les autres. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire que la solitude, certains la vantent, l'exaltent, l'idée de chacun pour soi, dans son coin, etc. On voit bien les limites et les uns et les autres, vous-même, je pense, à un moment donné, on n'en peut plus. D'être enfermé, même avec les siens. Et on a besoin de voir les gens bouger autour de nous, d'échanger, de dialoguer, de les fréquenter. Et on se rend compte qu'on a besoin des autres. Et ça veut dire que le collectif retrouve toutes ses vertus dans une séquence où on avait vanté tout au long des années passées la primauté de l'individu. Et on voit bien que l'individu sans les autres, l'individu avec les autres, c'est meilleur. C'est mieux. Ça change quelque chose à la politique, à la façon, à la manière de faire de la politique? Je pense que ça rappelle... Oui, ça va changer forcément parce que ça veut dire que tout ce qui est valeur collective, on va retrouver, je dirais, une place plus importante qu'auparavant. Et tout ce besoin de valeur collective, d'être ensemble, d'être tous ensemble, de se rassembler, de se réunifier en permanence et d'apprendre qu'on a besoin des autres, c'est important. Alors, les pays du G7, là, on arrive au niveau international, aux conséquences internationales de cette crise, se sont mis d'accord sur un impôt minimum pour les entreprises d'au moins 15%, un impôt d'au moins 15%. C'est un accord historique et la fin du dumping social, dit Bruno Le Maire. Est-ce qu'il a raison de dire ça? En tous les cas, ce qui est sûr, et il faut le reconnaître, c'est un élément important. Je vous rappelle que jusqu'à il y a encore quelques jours, on nous expliquait, dès qu'on évoquait l'idée d'une taxation de ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire ces grandes entreprises du numérique qui ont construit des empires en quelques années, on disait c'est impossible, ils vont se réfugier dans des pays où il n'y a pas de fiscalité contraignante, et donc en fait, il y avait une forme de fatalité et d'acceptation de cette situation. Et donc cet accord, c'est la preuve du contraire? Cet accord est la preuve du contraire. Ça veut dire quand il y a une volonté politique, que cette volonté politique est organisée, qu'il y a un combat autour de cette volonté politique. C'est pas simplement des déclamations ou des déclarations. On peut y arriver. Mais ça fait partie de ce que vous appelez, ce que vous avez commencé à appeler les jours heureux. Alors je sais pas si c'est les jours heureux, mais c'est clair que le Covid a changé l'ambiance idéologique dans laquelle nous étions. Et on voit bien que toute une série de certitudes qui étaient considérées comme des dogmes et des doxas qui était incontournable, je pense notamment à la fameuse règle des 3% sur le déficit budgétaire, tout ça a volé en éclats. On est dans un autre contexte idéologique qui d'ailleurs, c'est ça le paradoxe, devrait être plutôt favorable à la gauche. Parce qu'on est dans un contexte où l'intervention publique est reconnue comme étant utile, on a besoin de l'intervention publique, on reconnaît que l'État, finalement, ça sert à quelque chose, que c'est pas simplement de la gabegie, on reconnaît que les services publics, ils doivent être de qualité, ils doivent être financés, on reconnaît qu'il va falloir plus de solidarité entre nous, donc une fiscalité qui permet cette solidarité, on reconnaît qu'il y a besoin d'une politique industrielle, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une intervention publique dans l'État et qu'un certain nombre d'entreprises ne pourraient pas survivre s'il n'y avait pas eu cette intervention publique, je pense notamment à Air France. Donc tout ça, c'est un changement de paradigme idéologique. Vous dites paradoxalement ça devrait profiter à la gauche, en fait c'est pas le cas. Alors c'est pas le cas. C'est pas le cas en France. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs ça se passe pas. Mais ça part des États-Unis justement. Je pense que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, mais dont les prémices étaient déjà dans la campagne électorale avec toute la force que représentaient les rassemblements autour de Bernie Sanders. Alors je sais que certains discutent, mais c'était une campagne très socialiste qu'avait menée Bernie Sanders et qui avait mobilisé énormément la jeunesse, qui était là. Et donc ça a pesé aussi sur la mobilisation démocrate. Ce n'est pas simplement que les minorités qui ont fait élire Joe Biden. Alors après, c'est vrai qu'il y a cette surprise, et qui est plutôt une agréable surprise, c'est qu'on avait fini par croire ce que nous disait Trump, c'est-à-dire que Bernie Sanders était une pâle copie des démocrates, que c'était Sleepy Joe, comme il l'a dit,
Et on voit qu'au contraire, on est agréablement surpris par un volontarisme politique très fort, avec des mesures qui sont autant de signes à l'échelle de la planète pour pouvoir agir et aller vite. Je pense notamment à ce qui était, quand on l'a évoqué, la question des brevets sur les vaccins. Je me rappelle avoir avec vous, c'est ça, être parmi les premiers à l'avoir dit en fin janvier. On nous disait, mais non, c'est impossible. Je me rappelle du débat avec M. Goldnadel qui me disait, mais non, c'est une chimère, ça ne marchera pas, etc. Et là, Biden le propose. Hein, on y est presque. Enfin, on est presque, il faut voir comment ça va évoluer. Oui, mais on y est presque. Ça veut dire que les choses bougent, et ça, c'est important. De la même manière que, regardez le plan d'investissement que s'apprête à voter le Sénat américain et qui va donner un coup de buster, comme on dit, à l'économie américaine, très importante, ce qui aura forcément des conséquences sur l'Europe. Oui, parce qu'avec un risque de déclassement de l'Europe. Avec un risque que l'Europe ne soit à la traîne, oui. C'est-à-dire qu'elle, vous savez, c'est comme dans les pelotons, elle progressivement, elle se retrouve à la fin ou à la queue du peloton. Et donc, il faut effectivement une volonté politique nouvelle à la tête de l'Europe. Avec un nouveau plan de relance. Avec un nouveau plan de relance qui, j'espère, ne mettra pas encore 2 ans à se discuter avec des petits pays qui négocient leurs intérêts privés et particuliers par rapport à l'intérêt collectif de l'Europe. Oui, parce que vous parlez du problème des institutions européennes, du vote à l'unanimité, hein, qui fait que des nations que je respecte, mais qui, dans ce que représente la mécanique européenne, sont pas des nations, je dirais, leaders, eh bien, elles sont là, mesquinement parlant, en train d'essayer de chipoter pour pouvoir avoir une petite subvention ici ou une petite subvention là, et bloquent toute la mécanique européenne, c'est-à-dire tout le mouvement des peuples européens. Alors, on revient à la France, au problème franco-français, mais les conséquences de cette crise d'ailleurs. Comment les entreprises peuvent agir pour contribuer à la relance, et puis aussi que peuvent faire les Français pour participer à la relance, hein, parce qu'on parle de ce... Moi, je pense que contrairement à ce que tout le monde avait préjugé ou présagé, je ne crois pas qu'on va être dans une grande crise économique. Je ne crois pas à une... Alors, je ne crois pas... 30 secondes. Bruno Le Maire qui constate aujourd'hui dans JDD que l'économie française repart fort. Oui, mais moi je pense qu'elle va repartir fort et très fortement. Je pense qu'on va avoir une bulle de croissance très forte, pas simplement aux États-Unis, mais dans tous les pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin de vivre. Il y a une envie de vivre. Il y a une envie de consommer, il y a une envie de dépenser, il y a une envie de profiter, il y a une envie de considérer que finalement la thésaurisation, elle a des limites. Et donc il faut se mettre en mouvement. D'où le fait qu'il faut que les entreprises, et notamment les entreprises françaises, soient soutenues pour pouvoir et soient actives pour ne pas faire que ça soit simplement une relance par la consommation, une relance par la demande, avec un tissu industriel qui ne soit pas capable de répondre à cela. Et donc en fait, nous allons accroître le déficit du commerce extérieur. Soutenues, c'est déjà le cas depuis un an. Oui, elles sont énormément soutenues. Ah, et il faut être honnête. Mais je pense qu'il faut le dire honnêtement. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe de la situation. Je vois le président de la République tourner un peu partout en France. Et il se concentre sur les questions régaliennes. Bon, or... il parle aussi de l'après-crise. Oui, là, il a parlé du tourisme la semaine dernière. Il va évoquer d'autres sujets mardi. C'est une remarque que je fais. La France a été à la pointe. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire que c'est vrai que le président Macron a joué un rôle dans ce cadre-là, a été à la pointe d'une politique de soutien à toute l'économie, de soutien à la population qui a été sans précédent. Alors, sans précédent. Une question, est-ce qu'un président de gauche, est-ce que François Hollande aurait fait autre chose ? Justement, il a brisé un certain nombre de tabous. J'ai remarqué d'ailleurs que quelques grands dignitaires de l'ancienne gauche, celle de l'ancien temps, avaient commencé par faire la leçon à Emmanuel Macron, notamment sur la question des déficits. Je pense qu'ils avaient tort, mais c'est normal. Ils s'étaient déjà trompés, donc ils ont continué à se tromper. Et c'est pour ça que je dis c'est l'ancienne gauche. Mais il a ouvert des portes nouvelles. Et c'est ça qui est intéressant. C'est Macron. Hein. Emmanuel Macron a ouvert des portes nouvelles. D'un certain point de vue, il a cassé la baraque. Et comme il a cassé la baraque... Ça veut dire quoi, il a cassé la baraque ? Ça veut dire qu'il a cassé la baraque, c'est-à-dire qu'il est sorti des dogmes. Et il a obligé à ce que tout bouge en Europe. Vous savez, il y a beaucoup de pays en Europe qui, s'il n'y avait pas eu l'initiative de la France et la manière dont, par exemple, nous avions mis en place le soutien aux entreprises avec le chômage partiel, avec les PGE, etc., n'auraient pas suivi. Hein, voilà, et beaucoup de gens que je connais à l'échelle de l'Europe me disent quand même, la France, il faut être honnête, heureusement que vous avez fait ça, parce que vous avez ouvert des voies. Et je prends un exemple très simple, les Françaises et les Français doivent en tenir compte. Quand vous faites un test, il est gratuit en France. Ailleurs, il est payant. Hein. Il est payant et c'est pas donné. Et au minimum, aux alentours de 100 à 130 euros. Quand vous faites le test, mais quand vous faites le vaccin, aujourd'hui, il est gratuit. Quand vous allez maintenant dans les urgences, avec tout ce qui s'est passé sur le Covid, quand vous alliez dans les urgences, vous étiez pris en charge tout de suite et de manière gratuite. Après, la sécurité sociale... Et ça, c'est le modèle français aussi. Hein. Oui, mais c'est le modèle français qui montre qu'il est sacrément pertinent par rapport à tous ceux qui nous ont dit « Ouais, le modèle français, c'est pas terrible, etc. » Moi, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui envient notre modèle social français et qui me disent « Heureusement, c'est fantastique ce que vous avez. » Bon, donc il faut le défendre, il faut le valoriser. Mais pourquoi je dis il faudrait s'appuyer sur ce bilan ? Parce qu'y compris la gauche, d'un certain point de vue,
vu. En revenant là-dessus, elle peut faire, je crois, avec intelligence. Remarquez que pendant tout un temps, on la ringardisait. Oui, mais la gauche, c'est toujours la même chose, c'est la demande, c'est les caisses ouvertes, c'est la distribution Et là, gratuite, vous dites etc. Emmanuel Macron fait une politique de Non, gauche? non, parce qu'après, dans la politique de gauche, il y a aussi une redistribution intelligente, équilibrée, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui en profitent. Donc, il y a une question de justice sociale, de justice fiscale qui est posée. Mais il y a une dynamique nouvelle. Et dans cette dynamique nouvelle, elle crée des possibilités très importantes pour la gauche. Je vais vous prendre un exemple très concret. Et après, on avance. Voilà. Mais c'est avancer ce qu'on est en train d'y faire. C'est pas, non, parce que je comptais c'est pas parler que de la gauche c'est après. pas que la Ouais, philosophie. ouais. Et par ailleurs, la philosophie, c'est aussi important pour avancer. Il y a plusieurs années, j'ai évoqué, il y a 4 ans de ça, j'ai évoqué l'idée d'une dotation universelle pour chaque jeune à 18 ans, et dont j'ai fixé le montant de 50 000 euros. Tout le monde me disait, c'est impossible, vous ne vous rendez pas compte ce que ça représente, etc. J'ai dit, on redéploie les aides actuelles, qui sont mal faites, mal gérées, et qui apparaissent comme une aumône, et on fait un capital de départ pour chaque jeune, quelles que soient ses origines. Voilà. Et on lui donne sa chance au départ. Il ne peut pas dire, on ne m'a pas donné ma chance. Voilà. Et aujourd'hui, cette question, elle est possible. Elle est traitée, puisque vous voyez bien que tout le monde se pose la question, se dit, il y a un problème avec la jeunesse, on ne sait pas comment faire. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas faire, je dirais, des petites aides chichement, parce que ce que je dirais... Des aides chichement, c'est-à-dire 500, 600 voilà, euros 500, par mois. 600 euros. C'est pas bon. Voilà, non, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce qu'en général, d'ailleurs, ceux qui vont faire ça croient que les jeunes vont leur être reconnaissants, ils vont prendre les aides, ils leur sont pas reconnaissants. Donc 50 000 euros. Oui, 50 000 Mais euros. à quel moment? À 18 ans, quand vous avez votre âge de citoyen, la société vous donne votre chance au départ. C'est votre capital Et donc, de départ. ce qui coûterait combien? Ce qui coûterait une vingtaine de milliards à peu près. Par an? Bon, par an, oui. Mais il faut voir qu'on va redéployer un certain nombre de choses et que c'est pas, et il faut le voir en flux, pas en statique, parce que ça veut dire que c'est de l'argent qui va être réinjecté dans l'économie, donc il va rapporter. L'argent qui rapporte. Voilà. Ouais. Bon, premièrement. Et deuxièmement, alors on me dit, mais ils vont faire n'importe quoi les jeunes avec ça, ils vont dépenser, les uns me disent, ils vont se montrer des entreprises de shit, des autres vont. Moi, je pense pas, je crois que c'est insulte à la jeunesse de croire que ça. Il y aura certainement, mais comme il y en a toujours, il y aura certainement. Vous pensez que ça booste l'économie, quoi? Ah, mais je pense que ça booste l'économie, puis ça booste surtout toute la solidarité à l'intérieur de la société. Vous êtes, allez, une mère de famille. Vous avez été malheureusement quitté par votre compagnon et vous vous retrouvez avec 2 enfants. Et vous savez pas, ou 3 enfants à charge. Et vous ne savez pas comment vous allez payer les études de vos enfants. Et vous vous dites qu'il y en a forcément un qui risque d'être sacrifié dans cette affaire-là. Mais là, vous vous rendez compte que ça change. Mais même, vous êtes un foyer modeste. Parce que j'ai pris cet exemple, un foyer modeste qui a des fins de mois difficiles. Vous savez que votre fils ou votre fille va avoir à 18 ans la possibilité de faire des études. Voilà, il aura sa chance. Et donc vous dites ça change, ça change tout le fonctionnement. Et quel que soit, si on commence à rentrer sur les critères sociaux, voilà, on n'y arrivera pas. Et puis ça va être injuste. Et puis je sais ce qui va se passer. Je connais comment fonctionne la machine administrative française. C'est-à-dire que c'est les classes moyennes qui seront pénalisées. Voilà, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Et je dis, il y a une contrepartie à cela. La contrepartie, c'est qu'on met en place un service civique obligatoire de 6 mois entre 18 et 25 ans. Voilà. Donc vous avez votre capital de départ et en même temps vous rendez à la société un service. Et vous savez qu'on a aujourd'hui ce qui est en train de se faire oui, mais, voyez, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez le choc que ça représente. Et pour la gauche, c'est une énorme conquête sociale. C'est pour ça qu'elle a intérêt à se battre là-dessus. On verra si Emmanuel Macron reprend cette idée à son compte. Alors Emmanuel Macron qui visiblement compte poursuivre les réformes, en tout cas d'ici à 2022. Il envisage même de relancer la réforme des retraites. Ça a été confirmé par Bruno Le Maire. Est-ce que vous l'approuvez? Est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui de réformer les retraites? Non, on voit bien que c'est indispensable. Alors, c'est d'autant moins l'urgence que les considérations de départ qui justifiaient les scénarios de croissance notamment, qui justifiaient cette réforme urgente, ont changé aujourd'hui. Parce que par ailleurs, je ne crois pas, personnellement, que le cycle de croissance dans lequel nous allons rentrer va être simplement une bulle. Je pense que nous sommes rentrés dans une recherche d'une économie plus vertueuse, notamment à travers tout ce qui est cette économie verte, qu'elle va impliquer des changements profonds et donc forcément des investissements et donc une croissance nouvelle. Voilà. Vous voyez bien, regardez. Donc vous pensez que les retraites vont être payées par la croissance? Regardez ce qui s'est passé. Les retraites vont être payées par la croissance. En partie, il va falloir travailler sur d'autres scénarios que les scénarios de départ, qui étaient des scénarios sous contraintes très fortes budgétaires. Bon, et je vais prendre un exemple très simple que vos auditrices et vos auditeurs vont comprendre. Regardez la télévision, regardez les publicités de la télévision.
en un an à peu près, il n'y a plus une seule publicité qui n'est pas adossée à l'idée de la sauvegarde de la planète, de produire propre, de produire autrement. Vous voyez bien que donc on est rentré dans un cycle de croissance d'une autre nature qui va nécessiter de profondes mutations à l'intérieur de l'industrie, mais qui va entraîner à partir de là Alors, des investissements, des productions, des consommations différentes. et Et donc monsieur, on va vers une croissance un retour à une croissance qui va être plutôt durable. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est éternelle, mais elle va être plutôt mais durable. quand on voit que l'espérance de vie a augmenté, est-ce que l'avenir n'est pas au travailler plus longtemps? Et puis, question collatérale, est-ce que nous ne payons pas aujourd'hui, est-ce que l'économie française ne paye pas aujourd'hui le départ à la retraite à 60 ans décidé par François Mitterrand en Mais 1982? la question qui est posée, c'est toujours la même chose. Travailler plus longtemps pour ceux qui sont déjà au travail. Hmm, Mais notre problème à nous, c'est que nous avons des millions de gens qui ne travaillent pas. hmm. Donc plutôt que de se poser la question de savoir si on fait travailler ceux qui sont déjà au travail plus longtemps, peut-être qu'on posait la question autrement, c'est comment faire pour que tout le monde puisse On travailler. peut faire les deux en même temps. Hein. Voilà. Ouais. Oui, mais déjà, commençons à faire que nous revenions à des taux de chômage qui sont les taux de chômage périphériques comme il y avait dans les années 70. Et vous allez voir que ça va changer les recettes. Hein, Hmm. et que ça va, à partir de là, ça va changer beaucoup de choses, y compris dans le fonctionnement de la société, dans Bon, sa cohésion. réforme Voilà. des retraites, donc, ni non, aujourd'hui ni demain? non, la réforme de retraite, il faudra certainement envisager parce qu'il va falloir trouver les questions de financement, mais il n'y a pas de précipitation à avoir Donc là-dessus. c'est Il n'y a pour pas, après il 2022 n'y a pour pas, il vous? y a pas d'urgence absolue, comme on nous a essayé de nous le faire croire il y avait 2 ans. Donc voilà, ça c'est le premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, quand vous dites travailler plus, il va y avoir certainement aussi, c'est ça aussi la croissance. Il va y avoir un élément nouveau, c'est travailler autrement. On voit bien que l'explosion du télétravail, y compris la manière dont un certain nombre de grandes métropoles sont en train de se vider de leur population, qui se redéploient. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a toute une série de gens qui peuvent aller travailler grâce à toutes ces nouvelles technologies à la campagne ou à 30 ou 40 kilomètres et qui désengorgent les villes. Et donc ça, c'est aussi un phénomène nouveau parce qu'on va pouvoir avoir, y compris avec des horaires de travail qui vont être différents. Donc le travailler plus va être surtout un travailler autrement. Alors, travailler autrement. Et aussi un autre thème qui revient en force dans le débat public, c'est le thème de la sécurité. D'abord, est-ce que c'est justifié? Et puis aussi, est-ce que la chaîne de sécurité, police nationale, police municipale, est suffisamment efficace? Comment aussi la renforcer? Alors, d'abord, il faudra bien, je le pose en préalable, il faudra bien qu'un jour dans cette société, on fasse un bilan serein sur tout ce qui a été au cœur de la dégénérescence d'un certain nombre de territoires de la République, c'est-à-dire le trafic de stupéfiants. Mhm. Moi, je veux bien qu'on continue des politiques de prohibition et que tous les 6 mois, 1 an, on nous annonce que cette fois-ci, il y a un nouveau plan, qu'on va voir ce qu'on va voir. Il faut légaliser 30 secondes. la Et drogue. qu'on nous présente quelques prises exemplaires, disant, vous voyez, ça y est, ça marche, on a pris 500 kilos ou 200 kilos, etc. Et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'on en prend 500, il y en a des centaines qui passent autrement et sur lesquelles on n'a aucune prise. Donc la question du trafic de stupéfiants, elle doit être posée lucidement, parce que je sais que certains pensent que c'est l'alpha et l'oméga de la lutte contre la violence, il suffit de légaliser pour que tout... Non, ça ne se passera pas comme ça, y compris parce que les trafics continueront, y compris sur d'autres drogues, etc. Et vous proposez quoi alors? Non, je propose qu'on ait un bilan lucide, qu'on voit y compris les expériences qui ont marché, parce qu'il y a des expériences de légalisation qui ont marché, et qu'on arrête de faire l'autruche, c'est-à-dire de ne pas voir qu'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que les masses financières qui sont en mouvement sont tellement corruptives par rapport à la réalité de la société, que, excusez-moi, mais quand vous avez dans des cités des jeunes qui sont capables de faire vivre quasiment l'intégralité, ou des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs maintenant, de faire vivre quasiment l'intégralité de la cité grâce à ce trafic, quand vous avez des quartiers ou des immeubles entiers deviennent des réserves et des manufactures de trafic de stupéfiants, je veux bien qu'on vienne avec son épée de bois pour dire vous allez voir ce que vous allez Alors, voir. qu'est-ce qu'il faut Voilà. faire? Donc là, Légaliser ou pas? je pense qu'il faut aller vers un processus de légalisation maîtrisé. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du jour au lendemain, qu'on voit comment on légalise, comment on maîtrise la consommation, comment on maîtrise la production. Mais de toute manière, cette question-là, elle est désormais posée. Et vous dites que c'est élément à la base des problèmes d'insécurité. C'est un des éléments majeurs de la politique d'insécurité, oui. Pourquoi? Parce que vous avez des tas de gens qui considèrent que travailler, ça ne sert plus à rien. Puisque vous pouvez gagner 10 fois plus. Voilà, à quoi ça sert d'aller à l'école? Et à partir de là, c'est un modèle de comportement par rapport à la société, hein, un modèle de violence, parce que les rapports entre les bandes et les rapports entre tous ces employés des bandes, là, deviennent hyper violents, puisque le conflit ne serait qu'à coup de Kalachnikov ou à coup d'armes. Voilà. Et donc, ça génère derrière l'armement, les comportements violents, l'irrespect par rapport à la loi, la violence à l'égard des forces de l'ordre lorsqu'elles veulent pénétrer dans un certain nombre de territoires. Donc, cette question-là Et des liens aussi avec les réseaux islamistes.
Et il y a effectivement, dans un certain nombre d'endroits, des fréquentations douteuses, et plus que douteuses d'ailleurs, y compris parce que pour certains, la diffusion de la drogue, c'est une manière de lutter contre l'Occident pour le corrompre. Voilà, c'est la lutte contre les couffards, comme on dit. Bon, donc il y a effectivement des liens, et y compris, il y en a certains qui se donnent un statut et qui effacent leur statut de trafiquant et de voyou au nom certainement de toutes ces idéologies-là. Mais je crois que, mais attention, je ne pense pas que la violence se réduit, la montée de la violence dans la société se réduit simplement au trafic de stupéfiants. Et je ne voudrais pas qu'on me fasse dire cela. Je pense que c'est un des Oui, éléments. parce il y a une violence qui dans la société, au sein même Oui, de la société, dans toutes les couches de la mais il y a société. une violence parce que y compris tout ce qui est notre système éducatif. Et quand je dis système éducatif, je parle de la cellule familiale comme de l'école, comme du fonctionnement de ceux qui sont des instruments très importants aujourd'hui, les télévisions, etc. Ne travaille pas autour de cette idéologie du droit au respect. Du droit au respect et de la vertu du respect. Et la vertu, non pas de la non-violence, mais d'un comportement dans les relations humaines qui soit, je dirais, un comportement de solidarité, de respect et de gentillesse, quoi, d'un certain point de vue. Parce que être gentil, ça devient aujourd'hui un gros mot. Mais justement, il faut avoir un système éducatif qui valorise les gentils et pas les méchants, y compris au cinéma. Droit au respect aussi au niveau de la justice. Emmanuel Macron a lancé donc hier les États généraux de la justice afin d'imposer une réforme systémique. Qu'est-ce que vous en attendez? Que pensez-vous de la perspective de ces États généraux? Est-ce que vous pensez que ça peut servir à quelque chose? Mais moi, je sais simplement une chose, c'est quand on commence à faire des États généraux, c'est qu'on ne sait plus quoi faire. Et donc, on essaye de noyer le poisson en disant on va mettre tout le monde autour de la table. Des États généraux, ça fait 20 ans qu'on en fait, sur la justice, sur la police, sur l'éducation. La question qui est posée, c'est est-ce que les politiques qui en découlent de ces États généraux ont été appliquées d'abord, et est-ce qu'elles ont été efficaces? Donc, plutôt que de faire des grandes formules, etc., évaluons les choses. Nous avons deux types de problèmes qui sont différents. Nous avons, dans la chaîne pénale, aujourd'hui, des dysfonctionnements majeurs. Dans le traitement de la délinquance des mineurs. C'est évident qu'aujourd'hui, vous avez des mineurs qui ont des casiers judiciaires. Il faut revoir totalement l'ordonnance de 45 ? Non, le problème, c'est pas l'ordonnance de 45. Il faut les instruments pour que la politique à l'égard des mineurs soit efficace. Vous n'avez pas assez de place dans les centres de détention ou dans les centres d'encadrement des jeunes délinquants. Vous n'avez pas une réponse immédiate, une sanction immédiate à au premier délit. Donc, vous avez des jeunes avec des casiers longs comme je ne sais pas quoi. Et on attend d'ailleurs, en fait, notre politique à l'égard des mineurs, c'est une politique au moment où ils seront majeurs. Et à ce moment-là, tout d'un coup, ils vont être beaucoup plus sanctionnés. On va faire une sorte de peine de rattrapage. C'est ça l'erreur. Normalement, entre 14 ans, parce que maintenant vous avez une délinquance qui commence dès 14 ans et même des fois avant, il faut qu'à chaque acte criminel, dès le début, il y ait une sanction et qu'elle soit suivie d'effet et suivi dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement de faire des effets d'affichage. Et là, il faut tout un dispositif d'encadrement, il faut tout un dispositif de peine de réparation, parce que je pense que les peines de réparation pour les mineurs entre 14 et 18 ans, c'est très important. Mais il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de personnel pour aller chercher ces peines de réparation et pour les encadrer. Donc, effectivement, on les installe dans une prédélinquance. Et comment on peut aussi répondre sur la question du rapport police-justice? Alors après, parce que là, c'est aussi au centre des questions qui se posent aujourd'hui. Mais vous voyez ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire revoir la justice des mineurs pour qu'elle soit efficace. Deuxièmement, donner le sentiment, parce que là où, si vous voulez, les policiers confondent parfois, ils le savent d'ailleurs qu'ils confondent, mais ils disent oui, mais on les arrête, on les remet en liberté. Bon, pas pour les délinquants majeurs. La plupart du temps, les délinquants majeurs, il y a une sanction qui est graduée par rapport à l'acte. Vous savez, quand vous allez, si vous voulez vous amuser, vous allez dans les tribunaux et vous écoutez ce qui se passe. J'ai pas l'impression que la justice soit laxiste à ce moment-là. Par contre, elle est débordée. Donc il y a un traitement des dossiers qui est trop long et qui fait que évidemment ceux qui ont commis qui ont été pris dans une brique, qui ont été pris dans un acte violent, qui ont été pris dans un trafic ou dans un truc, dans un irrespect des forces de police, ils sont jugés un an et demi après. Donc la réponse. Et Éric Dupond-Moretti nous dit c'est la première année qu'il y a autant d'embauches dans la magistrature. Oui, mais c'est à chaque fois. La question, c'est qu'on doit mettre une politique, on doit mettre un observatoire de la justice qui fasse qu'on puisse alerter immédiatement en disant c'est trop long. Je dirais entre un acte un délit et la sanction, il ne faut pas qu'il s'écoule plus 6-7 mois, et en respectant les droits de la défense, évidemment. Mais quand il s'écoule trop longtemps, la sanction, elle n'a plus de sens. D'ailleurs, parce que celui qui a commis ces fautes-là, il continue à en faire plus. Voilà. Donc il vient pour un acte, mais il y en a déjà 3-4 qui ont été commises. Donc il faut revoir la chaîne pénale pour qu'elle soit rapide, efficace, pour qu'elle soit utile par rapport à la jeunesse. Voilà. Il faut certainement peut-être construire d'autres places de prison pour pouvoir avoir ce qui était notre objectif au départ, une cellule pour un individu pour éviter
je dirais que quand vous rentrez dans une prison, vous ressortez encore plus voyou que quand vous êtes entré. Voilà. Et après, oui, il y a une politique de sécurité qu'il faut revoir. La politique de sécurité, c'est pas simplement de dire vous allez voir ce qu'on va voir. C'est pas simplement d'envoyer de temps en temps quelques compagnies de CRS. Voilà. La politique de sécurité, c'est réimplanter une police de quartier qui soit pas simplement une police du bien vivre ensemble, qui soit une politique qui ait sa fonction répressive et donc qui soit adossée à deux choses, des juges de quartier, de proximité et une police judiciaire dans les quartiers. Parce que pour faire tomber les vrais réseaux, parce qu'il faudra faire tomber ces vrais réseaux-là, il faut des dossiers judiciaires de qualité pour quand ils arrivent dans les mains des juges, il n'y ait pas la possibilité pour les avocats de passer entre les gouttes. Alors, autre question qui se pose, est-ce que, au passage, les chaînes d'infos n'en font pas trop sur la sécurité, sur les faits divers? Sécurité et faits divers. Alors, les chaînes d'infos, elles ont trouvé... C'est toujours plus facile pour une chaîne de télévision de vendre du drame que de vendre de la joie. Voilà, ça fonctionne comme ça. Parce que les chaînes fonctionnent à l'émotion, et l'émotion, ils ont estimé, parce que c'est pas sûr que ce soit démontré d'ailleurs, que ça fonctionne plus avec le drame, ça permet de faire des choses en continu, d'entretenir pendant des heures et des heures, d'interviewer le voisin, la voisine, etc. Ils en font trop, mais c'est pas ils vous en font certainement trop dans la mise en scène, ou dans la scénarisation, mais de toute manière, je connais ce débat-là, ça sert à rien, on l'avait déjà eu en 2002, on avait reproché à TF1. La question, c'est, ce débat-là, c'est d'avoir des responsables qui soient capables d'aller à la télévision et de non pas dire le droit à la sécurité, c'est un droit pour tous, mais qu'ils soient capables de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment on le fait, voilà comment on va le faire. C'est-à-dire qu'il faut apporter des réponses concrètes qui rassurent les populations. Autre question, député européen de l'AREM, Stéphane Séjourné, il propose d'ouvrir le débat, il a proposé en tout cas, d'ouvrir le débat sur le décompte des temps de parole des éditorialistes les plus engagés. Il pense essentiellement à Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis il pense aussi à CNews. Je pense qu'il s'est mal exprimé. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est en train de corriger lui-même. Il pose une question qui est réelle. Je veux dire, si Éric Zemmour est candidat dans quelques semaines à l'élection présidentielle, c'est vrai qu'il y aura pour CNews un problème qui sera posé à la chaîne. C'est-à-dire, elle ne peut pas donner la parole à un candidat. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il commence à y avoir des prémices. Mais moi, je suis contre tout ce qui donnerait le sentiment qu'on s'apprête à censurer. Parce que, de toute manière, c'est le meilleur prétexte, y compris pour Éric Zemmour, de se présenter comme la victime d'un système et d'en rajouter. Voilà. Donc, je suis pour le combattre. Et je pense que ceux qui ont été débattre avec lui, l'ont combattu en ayant préparé ces émissions. Il me semble que vous l'avez fait. Je l'ai fait, mais il n'y a pas que moi qui l'ai fait. Eh bien, Zemmour. Il marque des points. Voilà. Donc le combat contre Éric Zemmour, c'est pas simplement un combat qui se réduit aux tribunaux de justice. C'est de pouvoir lui répondre. Je pense que c'est d'aller affronter et de démontrer. Par ailleurs, il faut lui poser la question. Quelles sont les solutions concrètes? Mais quand vous posez les solutions, vous demandez à Éric Zemmour quelles sont les solutions concrètes, à part vous dire qu'il va falloir faire des gigantesques rafles pour évacuer les immigrés. Et quand vous faites remarquer qu'une partie de la délinquance, elle est française, elle est d'origine française, alors il dit mais non, oui, mais c'est les Français Il dit autre chose, Éric Zemmour. Il dit autre chose, Éric Zemmour. Il dit, mais c'est les Français d'origine récente. Et il dit autre chose. Le problème, c'est où est la récence? Voilà, il dit autre chose, Zemmour. Il a dit à plusieurs reprises que Pétain a sauvé les Juifs français en faisant fi de la réalité historique. Mais oui, parce que attendez, la question, est-ce que Zemmour n'est pas de faire valoir le bon ami juif des racistes et des antisémites? Bon, moi, je n'emploierai pas des mots comme ça. Mais je vous pose la question. Et je vais répondre. Je n'emploierai pas des mots comme ça. J'ai fait la démonstration. Et je dis parce que j'étais le premier à le faire, parce que je connaissais cette histoire. Pas simplement parce que j'étais plus intelligent, je connaissais cette histoire. Je lui ai fait la démonstration que Pétain avait été beaucoup plus répressif et violent à l'égard des Juifs d'Algérie que ne l'étaient les autorités allemandes présentes en Algérie. C'est Pétain qui a exclu les enfants juifs de toutes les écoles. Voilà, et ça a marqué des générations entières. Mais Pétain a mis en place, le régime de Pétain en Algérie a mis en place des discriminations avec confiscation immédiate de tous les biens des Juifs. Mon grand-père a vu ses biens confisqués. Il y a eu des camps de concentration. Et je dis bien concentration, c'est-à-dire on a concentré les Juifs et on s'apprêtait même à les livrer aux Allemands. Si les Américains n'avaient pas débarqué en novembre 1942, vraisemblablement, il y aurait eu 1 million de Juifs qui auraient été livrés aux nazis pour les chambres à gaz. Donc ça, c'est Pétain. Personne ne demandait rien. C'est Pétain, c'est le gouvernement. Mais Zemmour, quand vous lui posez cette question-là, il est incapable de répondre. Voilà. Ça fait 2 ans et demi que je lui ai dit. Et alors ça? Et vous avez remarqué, il ne répond jamais. Il est devenu le faire-valoir des antisémites. Parce que toute la force d'Éric Zemmour, c'est d'étaler une forme de savoir. Vous savez, Confucius disait, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Et Zemmour, il vous étale une culture historique, etc. Et donc les gens sont un peu perdus, ils doutent, etc. Comme lui, il a une batterie de gens qui travaillent avec lui, qui lui fournissent les fiches, qui lui font tous les argumentaires. On se laisse impressionner par ce savoir. Mais ce savoir, il y a des failles. Il y a des erreurs historiques majeures qui infirment toutes ces théories.
Antisémitisme, toujours. Bernard Lévy constatait ce matin même sur Radio J que le seul antisémitisme possible aujourd'hui, c'est l'antisionisme. Est-ce qu'il a raison? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce Il qu'il y ne a... dit pas le seul antisémitisme, Ah, il dit le seul antisémitisme possible. Ça veut dire qui est justifié, notamment par une partie de la gauche, l'antisionisme. non, parce que je ne vois pas pourquoi l'antisionisme serait justifié. Hmm. Je veux dire, l'antisionisme, c'est quoi? C'est de dire que le peuple Non, juif n'a pas le droit à un État. mais ça passe dans Bon. l'opinion. Non, oui, ce qui passe, oui. C'est-à-dire, maintenant, au nom du combat légitime pour que le peuple palestinien soit reconnu dans l'histoire, qu'il puisse avoir un État, etc. Mhm. Et ces gens-là, d'ailleurs, font souvent l'impasse sur les opportunités historiques qui ont été ratées par les directions palestiniennes à plusieurs reprises pour constituer cet État. Bon, eh bien, ils se servent de ça, effectivement, pour remettre en selle l'antisémitisme traditionnel. Mais il y a aussi un antisémitisme lié à l'histoire, Oui, oui. qui est là et qui existe et qui s'en prend encore aux juifs. Il y a encore des jeunes juifs qui se font, ou des populations juives qui se font prendre à partie par des antisémites qui ne sont pas simplement liés à l'antisionisme. Alors, puisque vous parlez du Proche-Orient, hein, Hubert Védrine, il a constaté, et la semaine dernière sur Radio J, dans l'émission Les Enfants de la République, et il a déclaré, vu ce qu'a été l'histoire du peuple juif, on peut comprendre que les Israéliens n'aient confiance dans personne sauf en l'armée israélienne. Ça Bon, vous étonne? on a souvent débattu avec Hubert Védrine de ces Ouais. questions-là. Ouais. Je trouve que cette évolution et cette prise de position est salutaire Hmm. et qu'elle Ouais, est positive. c'est pas habituel d'entendre Védrine parler. Oh, je ne vais pas lui faire le procès, mais Ouais. il avait, comme une partie de la gauche des fois, un peu trop tendance à considérer qu'il y avait les bons et les méchants. Hmm. Et que les bons, c'était le peuple palestinien qui payait à l'échelle de l'histoire toutes les erreurs qui avaient été commises, et les méchants, c'était les Israéliens qui s'en prenaient aux Palestiniens ou avaient pris leur territoire. Il a compris que les choses étaient beaucoup plus compliquées, que ce n'était pas une politique entre bons et méchants, qu'il y avait une terre, qu'elle devait être partagée, et que la sécurité de l'État d'Israël n'était pas discutable. Et elle n'est pas discutable au regard y compris de l'évolution de l'histoire actuelle. Parce que je ferai remarquer, il y a un seul pays, Hmm. ces dernières années, qui a subi autant d'agressions qu'Israël. Un seul pays. N'importe quel autre pays au monde aurait été soumis au tir de roquettes. Donc 4000 roquettes tirées sur Paris, qu'est-ce Au qui se tir de passe? roquettes, Hein, qu'est-ce qui se passe à qu'est-ce qu'il Paris? aurait fait? Là, je peux vous dire, ils n'auraient pas pris des gants. Ils n'auraient pas prévenu ceux qui envoyaient les roquettes en disant attention, on arrive. Il y aurait eu des politiques de terre brûlée, de destruction massive, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est là où, si vous voulez, il n'y a pas une information objective. Je n'ai pas lu dans des journaux français, des grands éditorialistes, rappeler juste ce fait-là. Pour 4-5 maisons à Jérusalem, peut-être qu'ils avaient tort, etc. Parce que le tribunal, la Cour suprême n'avait pas rendu, tout d'un coup, 5000 roquettes. Moi, mes amis, mes nièces me racontaient... Qui vivent en Israël, hein, c'est ça que vous voulez dire. qui me racontaient la manière dont ils ont été obligés de vivre dans ces chambres fortes. Et ils entendaient les explosions. Mais s'il n'y avait pas eu d'hommes de fer, et si la technologie israélienne n'avait pas été en pointe, Il y aurait eu des milliers de morts. Hein. il y aurait eu des centaines et des centaines de morts. Ouais. Et ça existe, non? C'est une réalité. Et on devrait quand même s'en indigner. On ne devrait pas simplement regarder ailleurs en disant « Oui, mais le peuple palestinien, vous comprenez, etc. » C'est pas rien comme volonté de destruction. Parce que là, c'était pas simplement la volonté de se rappeler à l'ordre. C'était une volonté destructrice. Et il y a aujourd'hui un Et de potentiel... tuer des civils. Hein. Bon. Et de tuer des il civils, faut qu'on n'importe quoi. avance. Je vous signale qu'il y a un potentiel énorme qui est aujourd'hui concentré encore dans les mains du Hezbollah, qui n'est pas utilisé parce que l'Iran ne sait pas encore sur quel pied danser, mais qui est considérable par rapport à la sécurité Alors, d'Israël. on avance et on revient en France, je viendrai, parce que l'actualité, c'est aussi ce Tour de France qu'Emmanuel Macron va poursuivre mardi avec un déplacement dans la Drôme. Est-ce que les critiques dont il fait l'objet sont vraiment justifiées quand on sait, et vous avez été proche et de François Mitterrand et de François Hollande, que tous ses prédécesseurs ont fait la même chose? Non, moi je pense on ne peut pas lui reprocher d'abord d'être en campagne électorale, tout le monde l'a fait. Bon, on est à 1 an, il pense à sa réélection, il prépare le terrain. Bon, voilà, ça fait partie du débat politique. Voilà, le président de la République va à la rencontre des Françaises et des Français. Il faut plutôt, je dirais, non pas saluer, parce qu'on n'a pas à saluer, prendre en considération ce qui est en train de se passer. Et donc poser y compris poser les prémices d'un bilan. Le président de la République a changé de pied, il a été confronté à une crise sociale majeure à laquelle il a répondu de manière d'abord très violente avec la répression. Je parle notamment de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Il y a une crise. Il y a une deuxième crise qui est effectivement terrible, qui a été la pandémie, avec des réponses différentes. Et la question qui est posée maintenant, c'est comment on se projette dans l'avenir. C'est ce qu'on disait au début de l'émission. Donc ce Tour de France, il doit permettre justement que les uns et les autres, on commence à préparer la présidentielle en mettant sur la table des propositions concrètes. On a l'impression que vous êtes en train de devenir macroniste. Non, pas du tout. Au contraire. Ouais. Je pense simplement qu'il y a une critique, que la critique pavlovienne
anti-macroniste qui considère à dire c'est Macron, donc tout est méchant, je pense qu'elle est inefficace. Je pense qu'il y a, y compris, je regarde dans les structures de la popularité d'Emmanuel Macron, il y a encore une partie de l'électorat de gauche qui a voté pour lui en 2017 qui, malgré tout, lui fait confiance. Ça veut dire que la gauche n'est pas assez attractive pour reconquérir cet électorat. Et pour qu'elle soit attractive, je pense que la question, c'est pas simplement d'afficher des politiques unitaires, mais c'est la question des propositions. Il faut montrer qu'il y a une alternative à ce qui se fait aujourd'hui et que cette alternative, elle peut être efficace et utile pour le pays. Quand Clémentine Autain dit qu'Emmanuel Macron est devenu une passerelle vers les néo-fascistes, comment ça vous fait réagir? Je pense que c'est des formules de meeting et je pense que ça ne sert à rien. Par ailleurs, est-ce que ça ne montre pas la dérive, j'allais dire, sectaire de LFI, de Mélenchon et de ses amis? Bon, écoutez, sur LFI, sur Mélenchon, il faut en faire une émission. Je pense justement que la gauche social-démocrate, parce que ce terme n'est pas intermonteux, ce n'est pas une punition que de se revendiquer de la social-démocratie, la gauche réformiste, parce que c'est ça d'abord, et la social-démocratie, c'est une politique réformiste, c'est quand elle abandonne les réformes qu'elle perd son identité et qu'elle se fait rejeter. Eh bien, cette politique social-démocrate, elle doit se réassumer dans le moment présent. Dans les années qui viennent de s'écouler, au regard des erreurs qui ont été commises et au regard de la défaite de 2017, on a l'impression que nous étions mis au piquet au fond de la classe et qu'en permanence, on faisait le procès de la social-démocratie qui était habillée de toutes les disgrâces possibles. Et je pense que nous avons eu tort. Il fallait reconnaître les erreurs, il fallait y compris analyser la racine de ces erreurs, notamment sur la question européenne, sur le déficit budgétaire, et il faut proposer, mais proposer, c'est proposer, c'est-à-dire des alternatives, et pas donner le sentiment qu'on court après les autres. Alors, moi, je ne cours pas ni après les Verts, ni après les communistes, ni après Mélenchon. D'abord, je me définis par rapport à moi-même. Il nous reste peu de temps, beaucoup de questions. Dans 15 jours, les régionales, Julien Drey. D'abord, est-ce que ces élections peuvent constituer une nouvelle étape dans l'agonie, dans la mort du PS? Est-ce que vous pouvez tout perdre? Je ne sais pas si on peut tout perdre, parce que là, on est dans la politique des frissons, donc tout le monde se fait peur. Et moi, je n'aime pas ces politiques. Qu'est-ce que vous entendez par politique des frissons? On est déjà sur le fait que c'est la marche triomphale de Marine Le Pen, qu'elle va gagner plusieurs régions, etc. Je pense d'ailleurs qu'il y aura des surprises, y compris des sursauts démocratiques plus importants. En tous les cas, je l'espère. Encore faut-il ne pas donner le sentiment qu'on est dans le manichéisme. C'est-à-dire, si on pense qu'il suffit simplement de faire peur à l'électeur pour qu'il vienne voter, on se trompe. Il faut démontrer en quoi le fait qu'une région, avec les budgets énormes que ça représente, avec toutes les administrations que ça représente, c'est utile pour nos concitoyens quand c'est géré par la gauche ou par le Rassemblement des progressistes. Il faut et montrer que de l'autre côté, il n'y a rien. D'ailleurs, le paradoxe, c'est quand vous regardez le programme du Front National pour les régions comme au niveau du pays, il n'y a rien. Ça tient sur un ticket de métro ou des slogans. Alors, on avance, on poursuit. Île-de-France, c'est votre région, donc conseiller régional sortant d'Île-de-France. La candidate du PS, je ne sais pas si c'est votre candidate, oui. Pulvar, est très loin derrière. Jusqu'à plus ample information, je suis encore membre du Parti socialiste. Et donc très loin derrière Valérie Pécresse, elle aussi entre 9 et 12% dans les sondages. Qu'est-ce qui a bugué dans sa campagne Audrey Pulvar? Alors pour l'instant, moi j'en suis pas encore à faire des procès et essayer de trouver des responsables ou des coupables. Il reste encore 15 jours de campagne. Je pense qu'il faut recentrer la campagne sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire comment les régions peuvent être utiles dans la vie quotidienne de nos concitoyens en matière de transport, en matière de lycée, en matière justement de croissance verte, comment tout ça peut fonctionner. Les régions ont des instruments. Je peux donner un exemple en matière de sécurité. Paradoxalement, on a fait beaucoup de procès à la gauche. Mais c'est la gauche qui, dans les régions, a inventé une politique de sécurité. Je l'ai fait avec l'accord de Jean-Paul Huchon. Nous avons mis en place un budget de la sécurité, nous avons aidé à la construction des commissariats, nous avons mis en place les points d'accès au droit, nous avons aidé à ce que toute une série d'éléments matériels pour la vie quotidienne des policiers soient améliorés. Je pense dans les transports, je pense y compris dans les gilets pare-balles. Bon voilà, donc on a inventé une politique. Vous avez des choses à proposer, mais alors, régional. Et d'ailleurs, les syndicats policiers le reconnaissent, c'est vrai. Et c'est la gauche qui l'a fait. Régional dans 2 dimanches, donc dans 15 jours précisément, le 20 juin au soir, il va falloir choisir une stratégie de second tour. Audrey Pulvar, elle envisage aujourd'hui dans le JDD une alliance de second tour avec Clémentine Autain et Julien Bayou. Est-ce que vous souscrivez à cette perspective? Dans chaque département, il y aura un rapport de force au soir du premier tour. Région. Dans chaque région plutôt. Et dans chaque département aussi. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi des élections départementales. Dans chaque département et région, il y aura un rapport de force qui sera établi. Et à partir de là, il faudra trouver les conditions du rassemblement. Non mais moi je parle de Autain et Bayou. 30 secondes, j'ai compris. Le principe, c'est le principe du rassemblement républicain.
Voilà. Le Rassemblement républicain, il fait que la tradition voulait que toutes les forces de gauche se ralliaient devant celui qui est arrivé en tête. La question qui sera quand même posée, c'est de savoir si celui qui arrive en tête a la capacité de gagner et de rassembler toute la gauche. Ça sera quand même un élément du débat. Ça ne peut pas être simplement une automaticité. Il faudra que ça soit en débat. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de gagner, c'est pas simplement de témoigner. Voilà. Donc en Ile-de-France, on verra. Moi, je pense que rien n'est joué encore, parce qu'il y a un tel taux d'abstention pour l'instant que les sondages ne disent pas la réalité. Et donc j'appelle les électrices et les électeurs à se déplacer, et notamment à tous ces électeurs socialistes qui sont un peu aigris, bourrus, qui comprennent plus rien, à ne pas délaisser le Parti socialiste dans cette élection. Parce qu'après, il y aura des situations qui peuvent être désagréables. Autre question qui va se poser, le 20 juin au soir, dans 15 jours, donc soir du premier tour des régionales, c'est la question de la stratégie du second tour. Est-ce que vous croyez toujours à la vertu du Front républicain pour battre le Rassemblement national, républicain? Je crois que le Front national reste encore un péril. Quoi qu'on en dise. Pas un péril au sens que représentait Jean-Marie Le Pen. Voilà, donc je crois pas qu'on puisse dire le Front National est un parti fasciste. Et donc, voilà, je pense qu'il reste un parti d'extrême droite. Et d'une extrême droite qui, quand on regarde son programme, reste matricé par des idées d'exclusion, de racisme très fortes, avec un programme économique qui ne tient pas debout. Et qui peut être extrêmement dangereux, parce que comme ils vont échouer sur le plan économique, ils vont en faire plus encore dans la désignation des boucs émissaires. Front républicain ou pas? Donc, je crois effectivement à la vertu d'un rassemblement républicain. Alors, ça veut dire que le rassemblement républicain... Attendez, je vous précise les choses. 30 secondes, je vais réfléchir. Non, je vous précise les choses. Le député européen, Stéphane Séjourné, LaREM. Décidément, c'est la vedette. Voilà, vous a appelé... enfin en tout cas, appel à réinventer le Front républicain face au Rassemblement national en demandant à ce que la liste arrivée en tête intègre ses opposants plutôt qu'un retrait sec du candidat moins bien placé. Est-ce que vous souscrivez à cette proposition? Je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir. Pourquoi? Parce que le retrait systématique ne marche plus. Vous avez toute une partie de l'électorat qui dit bon, parce que c'est comme ça, nous, on n'ira pas voter pour eux. Et vous entendez même cette phrase qui, d'après moi, est insupportable et stupide. Disant, moi, s'il y a un choix entre Macron et Le Pen, j'en ai rien à faire, je choisis pas. Ça, c'est la présidentielle. Voilà. Mais ça a des conséquences. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça, et je pense que ceux qui jouent avec le feu risquent de s'en prendre à eux-mêmes après. Bon, donc il faut une forme de rassemblement. Le retrait systématique et la disparition des forces politiques du Conseil régional n'est pas bien, n'est pas bon, n'est pas sain. C'est ce que vous avez vécu il y a 5 ans. Ce qu'on a vécu dans certaines régions, on voit bien la difficulté, parce qu'y compris la manière de réexister après, elle pose problème pour ces forces-là. Bon, donc on peut faire un rassemblement républicain qui fasse que la liste majoritaire puisse faire un geste pour intégrer un certain nombre de forces politiques dans une. Ça ne veut pas dire que cette intégration amènera à une, je dirais, à une comment dire, une impossibilité d'avoir une majorité. Voilà. Non, c'est pas vrai, parce qu'en plus vous avez le 49.3 dans les régions qui permet au président de région de non, je dis ça ne doit pas permettre à la majorité. Non, c'est pas une instabilité. Vous savez, je vais vous donner un exemple. En 1998, en Ile-de-France, Jean-Paul Huchon a été élu président. Nous n'avions pas la majorité au Conseil régional. Eh bien, nous avons fait une bonne politique pendant 5 ans. Nous avons discuté, nous avons construit des majorités. Et d'ailleurs, nous avons été réélus. On va se tourner vers l'avenir. Donc Rassemblement républicain, ça veut dire vers l'avenir. Rassemblement républicain, c'est que celui qui arrive en tête doit, à partir de calculs, je dirais, simples, donner la possibilité aux forces qui se reconnaissent dans l'arc républicain d'exister dans le Conseil régional. Alors, je vous donne un exemple. Qui est très précis. Je donne un exemple très précis. On commence déjà à le faire. Dans un certain nombre de régions, la présidence de la commission la commission des finances notamment, elle est laissée à l'opposition. Ça veut dire qu'on laisse une place. Comme à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de régions qui peuvent être gagnées par le Rassemblement national. Je vais en citer certaines. PACA, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et les Hauts-de-France. Est-ce que dans toutes ces régions, éventuellement dans d'autres, vous appelez justement à la mise en place d'un rassemblement républicain face au Rassemblement J'appelle les listes qui seront en tête à ne pas se trouver dans une situation de dire, bon, comme on est en tête, tout le monde disparaît et vous êtes tous derrière moi. Je pense que ça ne marchera plus et que, y compris pour le bon fonctionnement des régions, il faut laisser les éléments d'un débat démocratique se faire. Donc, il faut trouver les conditions qui conduisent à cela. C'est-à-dire, je donne cette piste-là, peut-être qu'elle ne marchera pas. Mais y compris dans les Hauts-de-France. Oui, y compris dans les Hauts-de-France, trouver les moyens de faire que... Laissez-moi finir, faire que, justement, les forces politiques qui ne peuvent pas concourir au deuxième tour, qui sont dans l'arc républicain, aient le sentiment qu'elles ne sont pas éliminées. Est-ce que vous pensez Maintenant, la meilleure solution pour éviter cette situation, c'est de voter massivement pour les listes de gauche, et notamment les listes conduites par les socialistes. Est-ce que le PS est sur votre ligne? Puisque vous êtes on va avoir ce débat. Il y a déjà un certain nombre de figures du Parti socialiste qui ont dit qu'elles ne voteraient
elles ne tireraient pas un trait d'égalité entre Macron et Le Pen. Mm. Elles ont raison. Elles ont dit qu'elles ne prendraient pas le risque de faire élire le Front National, mais on peut enrichir cette idée-là par une représentation. Et je pense que ça sera plus accepté par l'électorat de gauche ou l'électorat écologiste d'aller dans cette direction que de dire simplement, comme on n'a pas réussi, on disparaît. Alors, deux dernières questions très rapidement. Dans 11 mois, la présidentielle, au vu des sondages, peut-il y avoir à la fois un candidat PS et un candidat vert à la présidentielle? J'ajoute juste une question, Ouais. parce que je sais ce qui va nous être dit. Ce n'est pas l'union nationale. Mm. C'est-à-dire, il ne s'agit pas pour la liste majoritaire de faire l'union, de faire Non, une on a sorte bien d'union compris, nationale où on toutes a les, bien compris. voilà, les différences ne C'est de s'estompent pouvoir pas, avoir mais c'est de laisser une représentation et une représentation. forme de Alors, représentation. 11 mois la présidentielle, 2 minutes et deux questions. Donc, est-ce qu'il peut y avoir à la fois un candidat PS et un autre vert? Et vous voyez, c'est très présidentielle? simple. Il suffit, je finis, Ouais. 30 secondes, parce qu'on va me dire, mais comment c'est faisable? Si vous avez la possibilité de faire un groupe avec 5 conseillers régionaux, Ouais. ça existe, Mhm. on l'a fait, et bien avec 5 conseillers régionaux, vous avez une opposition qui peut exister Mm. dans votre conseil. Et ça ne porte pas atteinte à la Donc, majorité. permettre, que vous alors avez. si, pour résumer ce que vous dites, permettre au groupe qui serait d'opposition d'avoir au moins un groupe. D'avoir une voix, D'avoir une voix. d'exister. Dernière question. Dans 11 mois la présidentielle, est-ce qu'il peut y avoir à la fois un candidat PS et vert? Est-ce que le PS peut s'effacer, par exemple, au profit d'un candidat élevé, en l'occurrence Yannick Jadot? La question qui est posée, elle est simple. C'est quel sera le programme? Mm. Je l'ai déjà dit, l'unité pour l'unité, ça n'existe pas et ça ne marche pas. Mm. Et ça ne marche plus. D'abord parce que nos électrices et nos électeurs avaient des réflexes simplistes. C'était pas méchant, mais dire vous étiez de gauche, vous étiez à gauche, point à la ligne pour le premier. Voilà, ça ne marche plus comme ça. Bon, donc la question qui est posée, c'est quel est le projet, quel est le programme, quelles seront les idées. Et quel sera À le ce candidat? stade, Ouais. et à ce stade-là, pour l'instant, je pense que les socialistes, par rapport à l'avenir du pays, ont des choses spécifiques à dire et que ça ne se réduit pas à dire on est tous ensemble, on est heureux. Mm. Bon, on verra dans les mois qui viennent comment les choses vont se passer. Mais dans un premier temps, les socialistes doivent avoir un projet, ils doivent avoir un candidat. Et puis, on verra à partir de là si on peut arriver à des convergences et des convergences utiles ou si on ne peut pas y arriver. Mais je le dis tout de suite, on ne gagne pas des élections n'importe comment. Et se croire qu'il suffirait simplement d'aligner des sigles pour faire un score et gagner, Donc PS ELV, par exemple. c'est une erreur. Voilà. C'est d'abord sur le fond du projet. Voilà. D'ailleurs, quand on fait ça, l'électrice et l'électeur, ça ne marche pas. Il ne suit pas. Et vous croyez à une possible victoire de Marine Le Pen en 2022? Il y a un risque. Et, Ouais. et le risque, c'est justement qu'il n'y ait pas de débat politique, qu'on soit simplement dans la stérilisation du débat par la peur. Et moi, je pense que ce n'est pas comme ça que notre société doit fonctionner, parce qu'il y a des perspectives nouvelles, très importantes pour chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne, grâce justement à ce qu'a été cette pandémie et ce qu'elle a ouvert comme perspective. Et donc, il faut débattre sur le projet. Je prends un exemple. On nous dit que les arrive à la fin de jeunes, l'émission. Ouais. on nous dit que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, qu'ils s'en foutent, etc. Laissez-moi vous dire que si on met en avant cette idée d'un statut du jeune travailleur en formation, avec cette dotation universelle, je peux vous dire que vous allez faire un sacré tabac dans la jeunesse et qu'ils vont se réintéresser à la politique et qu'ils viendront voter. Merci en tout cas, Julien Drey, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous.